Quand mon mari a entendu le médecin dire qu'il ne me restait plus que 7 jours à vivre, il a serré ma main en souriant. « Enfin tu vas mourir, tous tes biens seront à moi. » Il a ri de bonheur. Alors, dès qu'il est parti, j'ai mis en œuvre ma mission secrète. Je m'appelle Hélène Rousseau, j'ai 45 ans et je vis à Lyon, une ville où les saisons passent vite mais où le silence dans un mariage peut durer toute une vie. Ce matin-là, en rangeant les papiers dans la cuisine, j'ai trouvé un reçu d'hôtel glissé entre 2 factures, un nom écrit à la main, un prénom que je ne connaissais pas. Et en une fraction de seconde, la certitude que tout ce que je croyais solide venait de s'effondrer. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru entendre mes veines hurler. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai juste regardé autour de moi, la cafetière encore chaude, les rideaux tirés, et j'ai compris, la vie que je défendais n'existait plus. Mon mari avait une autre, et moi, je n'avais plus rien. Depuis des mois, je me sentais éteinte, comme si mon corps m'envoyait des signaux que je refusais de voir. Je perdais du poids sans raison, j'avais des douleurs qui me réveillaient la nuit, mais je m'accrochais à l'idée que c'était juste le stress ou la fatigue. J'avais peur d'aller chez le médecin, peur de mettre un nom sur ce mal invisible. Alors je buvais plus de café, je souriais plus fort, je me maquillais davantage pour masquer le vide qui s'installait. Je vivais en pilote automatique, refusant d'écouter mon corps qui, chaque jour, criait un peu plus fort. Mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Un matin, en plein milieu d'une réunion, ma vision s'est brouillée, mes jambes ont fléchi et je me suis effondrée sous les regards paniqués de mes collègues. J'ai entendu des voix lointaines, senti des mains sur mes épaules, puis plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongée sur une civière, dans une ambulance, le gyrophare clignotant dessinant des éclairs bleus sur les parois. Mon cœur battait trop vite, mon souffle était court, mais je n'avais plus la force d'avoir peur. Je savais que cette fois, je ne pouvais plus fuir la vérité. Aux urgences, les examens se sont enchaînés, froids, mécaniques, précis, jusqu'à ce qu'un médecin aux yeux fatigués me dise qu'un oncologue souhaitait me parler, en présence de mon mari. Mon ventre s'est noué immédiatement, comme si mon corps comprenait avant même que les mots soient prononcés. Julien est arrivé 1 heure plus tard, calme, presque ennuyé, regardant son téléphone plus que mon visage. Je lui ai pris la main, elle était tiède, mais son étreinte était vide. Puis on nous a appelés pour entrer dans le bureau du médecin. Dans cette pièce glaciale où le temps semblait suspendu, l'oncologue s'est assis face à nous, les mains jointes, le regard grave. Il a pris une profonde inspiration, regardé Julien, puis moi, avant de dire d'une voix posée mais sans détour, « Madame Rousseau, nous avons découvert une tumeur avancée. Votre état est critique. » Mon souffle s'est bloqué. Julien n'a pas bougé d'1 centimètre. Moi, je me suis accrochée à ma chaise, comme si elle seule pouvait m'empêcher de tomber. Je tremblais de tout mon corps, mais au fond de moi, j'espérais encore qu'il ajoute quelque chose, un mot, une possibilité, une lumière dans ce tunnel. Mon esprit refusait de croire que tout pouvait s'arrêter là, sans avertissement, sans signe clair. J'étais venue pour comprendre pourquoi je me sentais si fatiguée, pas pour entendre une condamnation. Pourtant, je n'ai pas parlé, pas pleuré, pas crié. J'attendais, suspendue aux lèvres du médecin. Et le médecin, les yeux pleins de cette compassion étrange des gens qui annoncent l'inacceptable tous les jours, ajouta doucement, « Si votre corps ne réagit pas, nous parlons peut-être de 7 jours, peut-être moins. » Ces mots ont transpercé l'air comme une lame. 7 jours? Une semaine? Ma vie tout entière réduite à une estimation. Julien n'a pas bougé, pas même un soupir. Moi, j'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai tendu la main vers lui, à la recherche d'un soutien, d'un geste, de cette présence qu'on attend instinctivement de la personne qu'on aime quand tout s'effondre. Ses doigts ont frôlé les miens, il les a saisis. Mais son regard était ailleurs. Je croyais encore qu'il était sous le choc, qu'il ne réalisait pas. Alors j'ai fermé les yeux, tentant de respirer malgré la peur, malgré le vide. Et c'est à ce moment précis que tout a changé. Julien a souri. Il a vraiment souri. Un sourire discret, presque imperceptible, mais je le connais.
Ce n'était pas un sourire nerveux, ni un sourire triste. C'était un soulagement. J'ai senti mon estomac se tordre. Quelque chose d'indéfinissable venait de se briser entre nous. Il a serré ma main et a murmuré très bas, d'un ton presque doux mais glacial, « Il était temps, tu as toujours été plus un poids qu'autre chose. » Les mots m'ont coupé en deux. Je l'ai regardé, croyant à une hallucination, espérant une explication. Mais il ne détourna pas les yeux. Son visage, dur, vide d'émotion, me regardait comme on regarde une pièce cassée dont on n'a plus besoin. Le choc fut plus violent que le diagnostic. Je l'ai regardé, choqué, paralysé, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. Une partie de moi voulait croire qu'il était dans le déni, qu'il ne mesurait pas ses mots, qu'il réagissait mal à la peur, mais rien dans son visage ne reflétait la douleur, ni même une once d'inquiétude. Au contraire, il semblait presque soulagé, comme si cette phrase lui brûlait les lèvres depuis longtemps. J'ai attendu un regard, une excuse, une seconde chance de revenir en arrière, mais il ne m'a offert que ce silence terrible, glacial. J'étais seule, déjà seule, même s'il était assis à 1 mètre de moi. Et tout en moi criait de ne pas tomber, de ne pas pleurer devant lui. Puis il a ajouté, sans la moindre hésitation, avec ce ton méprisant qu'il utilisait parfois quand il voulait blesser, « Avec ce que tu laisseras, je pourrai enfin vivre tranquille. » Les mots ont été comme un gifle en pleine poitrine, d'autant plus qu'ils n'étaient pas prononcés dans la colère, mais dans une froideur clinique. Il avait pensé à l'après. Pas à ma souffrance, pas à ma peur, pas à ma mort. Non, à ce qu'il gagnerait en me perdant. J'ai compris, à ce moment précis, que je ne connaissais plus l'homme que j'avais épousé. Le médecin, mal à l'aise, a détourné le regard, faisant semblant de n'avoir rien entendu, et s'est levé précipitamment pour quitter la pièce. Il n'a pas dit au revoir, il n'a pas tendu la main, il a fui. J'étais trop sidérée pour le retenir. Mes yeux fixaient la porte, mais mon esprit, lui, était resté cloué à cette phrase, à ce poison qui venait d'éclater en moi. Il ne restait plus rien. Ni confiance, ni amour, ni respect. Juste le vide. Je suis restée figée, incapable de bouger, incapable même de respirer correctement, et je ne savais plus ce qui me faisait le plus mal, le cancer qui rongeait mon corps ou l'homme que j'aimais et qui venait de me ronger le cœur. Tout ce que j'avais cru être vrai venait de disparaître en quelques phrases. Je n'avais pas seulement perdu la santé, j'avais perdu mes repères, mon refuge, ma dignité. J'étais en train de mourir, et il s'en réjouissait. Comment est-ce qu'on revient de ça? Julien ne m'a pas prise dans ses bras, n'a pas pleuré, n'a posé aucune question. Il s'est levé avec la nonchalance d'un homme qui termine une conversation sans importance, a remis sa veste, a regardé son téléphone, et a dit simplement, « Préviens-moi quand tu auras signé les papiers des comptes. J'ai des choses à faire. » Ce ton détaché, presque ennuyé, m'a frappé plus fort que les mots eux-mêmes. J'étais devenue une formalité administrative dans sa vie. Un obstacle à régler. Et il est parti, sans se retourner, me laissant seule dans ce couloir d'hôpital, avec un pronostic de 7 jours, et un mariage déjà mort. Les murs me semblaient trop blancs, trop froids, l'air trop sec. J'avais l'impression que mon cœur battait dans le vide, sans raison. J'ai regardé mes mains, tremblantes, et je me suis demandé comment j'allais pouvoir continuer. Mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je n'en avais pas la force. Quelques minutes plus tard, ma sœur Marion est arrivée, inquiète, haletante, et elle m'a trouvée assise, les yeux vides, incapable de parler. Elle s'est accroupie devant moi, a pris mes mains, et m'a demandé doucement ce qu'il s'était passé. Je ne savais pas par où commencer. Tout était trop immense, trop douloureux. Mais j'ai parlé. J'avais besoin qu'au moins une personne sache. Je lui ai raconté ce que Julien avait dit, mot pour mot, sans atténuer la cruauté, sans chercher d'excuses. Elle m'a écouté sans m'interrompre, les larmes aux yeux, puis elle a serré les dents, le regard dur. « Hélène, cet homme ne t'a jamais mérité. » Sa voix tremblait de colère, pas de pitié. Elle n'a pas essayé de me consoler avec des illusions. Elle a regardé la vérité en face, avec moi.
et c'était ce dont j'avais besoin. Marion a immédiatement appelé un avocat de confiance, sans même me demander la permission. Moi, je ne voulais pas penser au divorce, pas ce jour-là, par alors que j'apprenais que je pouvais mourir dans une semaine. Mais les mots, 7 jours, tournaient en boucle dans ma tête, et je me suis dit, si c'est tout ce qu'il me reste, je ne veux pas les passer à souffrir pour un homme qui me méprise. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Le même jour, entre 2 perfusions, j'ai demandé à revoir l'oncologue. Il m'a reçu en fin d'après-midi, fatigué mais présent, prêt à écouter. Je ne voulais pas entendre des promesses. Je voulais savoir la vérité. Toute la vérité. Et surtout, je voulais savoir s'il restait la moindre chance que je puisse encore me battre. Le médecin m'a regardé longuement, comme s'il évaluait non seulement mon état, mais ma volonté. Je lui ai demandé calmement, presque froidement, s'il restait une chance, même infime, de continuer à me battre. Je ne voulais pas d'espoir vide, je voulais des faits. Il a hésité, puis a hoché la tête lentement, en choisissant ses mots avec soin. Il a dit que dans de très rares cas, des rémissions inattendues avaient été observées, mais que c'était exceptionnel, presque miraculeux. Ces mots m'ont traversé comme un fil électrique. Je ne savais pas si j'avais 7 jours ou 7 heures, mais quelque chose en moi venait de s'allumer, une étincelle que même la peur ne pouvait pas étouffer. J'ai senti mon cœur battre pour autre chose que la douleur. Peut-être que le corps flanchait, mais l'âme, elle, s'accrochait encore. Et je me suis promis, en silence, que je ne laisserais pas cet homme assister à ma fin comme à un soulagement. S'il me restait si peu de temps, je n'allais pas le perdre à attendre, encore moins à supplier quelqu'un qui se réjouissait déjà de ma disparition. Je voulais me battre, pas pour vivre éternellement, mais pour partir debout. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre d'hôpital, le ciel gris de Lyon, et j'ai ressenti une étrange forme de paix. La décision était prise. J'allais vivre, ou mourir, mais à ma façon. Dans l'après-midi, j'ai signé les documents de divorce préliminaire, les mains encore tremblantes mais l'esprit clair. Julien n'a posé aucune question, ne m'a pas regardé, ne m'a pas remercié. Il a pris les papiers, les a glissés dans une pochette, comme s'il s'agissait d'un simple contrat professionnel. Il n'a même pas cherché à comprendre pourquoi tout allait si vite. Il pensait probablement que je voulais tout régler avant de partir. Il n'a pas compris que je commençais à revenir à moi. Il a simplement lâché, sans lever les yeux, « Parfait, ça m'évitera des complications quand tu partiras. » Il ne parlait pas de voyage. Il parlait de ma mort. Cette indifférence, ce détachement presque administratif, m'a fait plus de bien que de mal. Car à cet instant précis, je n'ai plus ressenti de chagrin. Juste une force froide, nette. Il ne m'aimait pas. Il ne m'avait peut-être jamais aimé. Et moi, je survivrais sans lui. Mes yeux brûlaient, mais ce n'était pas de tristesse. C'était de dignité. Pour la première fois depuis des années, je me suis choisie. Je n'étais plus la femme effacée qui attendait un regard, une attention, une reconnaissance. J'étais une femme qui reprenait le contrôle, même au bord du gouffre. Et cette sensation, aussi fragile soit-elle, m'a tenue debout. Marion m'a ramenée chez elle le soir même. Elle avait préparé la chambre d'amis avec des draps propres, une lumière douce, et une pile de mes livres préférés sur la table de chevet. Elle ne m'a pas laissée seule une seule seconde, pas par pitié, mais parce qu'elle savait que le silence pouvait être cruel dans des moments comme celui-là. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle a juste posé sa main sur la mienne. Et ça suffisait. Les douleurs augmentaient, c'était indéniable. La fatigue me clouait au lit, les nausées revenaient par vagues, mais ma détermination grandissait plus vite que la maladie. Je voulais aller au bout de ce que je pouvais faire. Je refusais de passer mes derniers jours couchés à regarder le plafond. Mon corps était en guerre, mais mon esprit courait déjà vers l'après. Vers ce que j'avais encore à sauver de moi. Le médecin a recommandé une intervention chirurgicale palliative. L'idée n'était pas de me guérir, mais de me soulager, de libérer la pression que la tumeur exerçait sur mon poumon. Respirer sans douleur.
Dormir sans suffoquer. Pouvoir parler sans grimacer. C'était peu, mais c'était beaucoup. Et moi, je voulais chaque heure de répit, chaque souffle. J'ai accepté l'intervention sans hésiter, consciente que si je n'avais réellement que 7 jours, je voulais les affronter en combattante plutôt qu'en spectatrice impuissante. Le chirurgien m'a expliqué les risques, mais rien ne semblait plus effrayant que l'idée d'abandonner avant même d'essayer. Marion m'a serré la main, déterminée à être mon ancre dans cette tempête. Je respirais difficilement, mais je sentais en moi une volonté neuve, farouche. J'allais entrer au bloc avec le peu de force qu'il me restait, mais avec toute ma dignité. La veille de l'opération, j'ai écrit une lettre, une seule page, dans laquelle j'ai déposé chaque fragment de moi encore lucide, disant que si je survivais, je construirais une nouvelle vie, et que si je partais, je voulais partir en paix, sans regret ni rancœur. Les mots coulaient comme une confession silencieuse adressée à l'avenir, même si je ne savais pas si j'y aurais accès. Je n'ai pas mentionné Julien, il n'avait plus de place dans mes adieux. J'ai glissé la lettre sous mon oreiller, comme un talisman fragile. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réussi à dormir. Julien, lui, n'a pas appelé, n'a envoyé aucun message, n'a posé aucune question sur l'opération imminente. Son silence était si absolu qu'il en devenait presque assourdissant, comme une confirmation définitive de son détachement. Je pensais que cela me ferait souffrir, mais au contraire, cela me libérait. Plus il s'éloignait, plus je me retrouvais. Je n'étais plus suspendue à son absence. Je me préparais à renaître sans lui. Le bloc opératoire sentait le désinfectant et la peur, cet arôme particulier que l'on respire quand on dépose sa vie entre les mains d'inconnus. Je me suis allongée, le cœur battant trop vite, la gorge sèche, et quand l'anesthésiste a posé sa main sur mon épaule, j'ai fermé les yeux. « Seigneur, donne-moi juste un jour de plus, un seul », ai-je murmuré. Pas pour survivre éternellement, mais pour prouver que je n'étais pas déjà vaincue. Puis le monde s'est dissous dans un blanc profond. L'opération a duré plus longtemps que prévu, un temps hors du temps où mon sort se jouait sans moi. Lorsque j'ai enfin rouvert les yeux, tout était flou, les lumières, les voix, les silhouettes. La chirurgienne se tenait près de moi, et sur son visage se lisait une surprise que je n'arrivais pas à interpréter. Je cherchais l'air comme on cherche une réponse urgente. Puis j'ai compris qu'elle attendait que je sois pleinement consciente pour parler. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un tambour inquiet. « Madame Rousseau, nous avons découvert quelque chose d'inattendu. La tumeur n'était pas adhérente comme nous le pensions », a-t-elle expliqué d'une voix calme mais vibrante. Les mots semblaient irréels, trop beaux ou trop dangereux pour être crus immédiatement. J'ai presque cru qu'elle se trompait de dossier. J'avais tellement intégré ma condamnation que je ne savais plus comment accueillir une bonne nouvelle. Une chaleur légère, timide, a traversé ma poitrine. Une possibilité venait de naître. Je ne comprenais pas encore, mes lèvres tremblaient, ma voix refusait de sortir. Alors elle a ajouté, avec une douceur maîtrisée, « Nous avons pu l'enlever presque entièrement. Je ne peux rien garantir, mais cela pourrait totalement changer votre pronostic. » Cette phrase s'est inscrite en moi comme une aurore inattendue. Le « peut-être » le plus précieux de ma vie venait de me frôler. Je n'ai pas pleuré tout de suite, j'ai juste laissé mon cœur se remplir lentement. Puis les larmes sont venues, incontrôlables, silencieuses, glissant sur mes tempes pendant que je restais immobile. Était-ce un miracle? Une erreur initiale? Une chance infime qui avait tourné en ma faveur? Je ne savais pas. Je m'en moquais. Tout ce que je ressentais, c'était une seconde vie qui s'ouvrait, fine comme un fil, mais bien réelle. Et je me suis accrochée à elle de toutes mes forces. Après quelques jours de récupération, j'ai senti la faim revenir pour la première fois depuis des semaines, un signe minuscule mais bouleversant que mon corps reprenait sa place. Je me suis surprise à savourer une simple soupe comme si c'était un festin. Marion riait doucement en me regardant redécouvrir des gestes ordinaires. Mon souffle restait court, mes muscles faibles, mais quelque chose en moi s'était rallumé. Je me réveillais vraiment.
Julien n'est venu que pour demander s'il pouvait récupérer une partie de mes biens, comme si j'étais déjà morte et qu'il fallait régler l'après. Il n'a pas demandé comment je me sentais, ni ce que les médecins avaient dit. Pas un mot sur mon opération. Il n'était pas venu pour moi, mais pour ce qu'il croyait lui revenir. Sa présence me semblait étrangère, presque déplacée dans la lumière nouvelle que je retrouvais. Il ne faisait plus partie de mon univers. Quand je lui ai appris, sans émotion, que l'opération avait réussi au-delà des attentes et que le pronostic avait changé, Julien a levé les yeux de son téléphone, m'a regardé avec un calme glacial et a simplement dit « Donc, tu n'es pas encore en train de mourir ». Aucun étonnement, aucune joie, juste cette phrase, nue, froide, tranchante. Elle a traversé la pièce comme une lame de rasoir. Ce n'était pas de la maladresse. C'était du mépris pur. Et c'est à cet instant que j'ai compris que cet homme n'avait plus le moindre pouvoir sur moi. Cette phrase a scellé ma décision. Il n'y aurait plus de retour possible, plus de discussion, plus de doute. Je ne voulais plus jamais de cet homme dans ma vie, pas même dans un souvenir heureux. Il représentait tout ce que j'avais fui, tout ce que j'avais laissé me détruire en silence pendant des années. Il n'y aurait pas de vengeance, seulement une clôture définitive. Et j'ai senti une paix violente s'installer en moi. Ma guérison fut lente, douloureuse, ponctuée d'effets secondaires et de journées sans force, mais chaque petit progrès était une victoire contre sa cruauté. Marcher de nouveau, manger sans nausée, respirer sans douleur, chaque étape devenait une affirmation silencieuse, je suis encore là. Et je ne vis plus dans ton ombre. Mon corps reprenait forme, et avec lui, mon identité. J'étais fatiguée, mais fière. Les analyses suivantes ont révélé une stabilisation surprenante, les cellules restantes n'évoluaient pas, la maladie semblait s'être figée. Les médecins, prudents, parlaient de « rémission inattendue », un phénomène rare, mais pas impossible. Pour moi, ce n'était pas un hasard. C'était la preuve que mon corps, libéré du poids d'une relation toxique, pouvait enfin se défendre. Je n'étais plus une victime. J'étais une survivante en devenir. Les résidus tumoraux restaient visibles sur les images, mais ne grossissaient pas. Au contraire, ils diminuaient légèrement, comme si quelque chose en moi avait décidé de ne plus céder. Ce n'était pas une guérison totale, mais une avancée assez forte pour rallumer l'espoir. Je ne pensais plus en jours, mais en semaines. Et bientôt, je me suis surprise à penser en moi. Je reconstruisais quelque chose de neuf. Pour les médecins, c'était une évolution rare, clinique, fascinante. Pour moi, c'était un miracle intime, invisible, personnel. Une revanche silencieuse contre la fatalité. Chaque respiration devenait un acte de résistance. Chaque matin, un nouveau départ. Et je les accueillais avec la gratitude d'une femme qui revient d'un monde où elle n'était déjà plus attendue. J'ai recommencé à marcher seule dans le couloir de l'hôpital, d'abord quelques pas, puis un étage entier. Je saluais les infirmières avec un sourire, je reconnaissais les bruits, les odeurs, je reprenais possession du monde. Mon corps, encore faible, répondait mieux chaque jour. Et dans le reflet des vitres, je voyais une femme nouvelle apparaître. Pas plus jeune, mais infiniment plus vivante. Marion pleurait de joie à chaque bon résultat, à chaque rendez-vous où l'on me disait, encourageant, stable, positif. Elle ne me lâchait pas, devenant mon pilier dans ce combat où l'on ne peut pas toujours être fort soi-même. Sa présence me rappelait que l'amour vrai existe, même quand il ne vient pas de l'endroit qu'on avait imaginé. Elle était là dans le pire, et maintenant dans le mieux. Et je ne cesserai jamais de lui être reconnaissante. Pendant ce temps, j'ai appris que Julien vivait déjà avec une autre femme, dans l'appartement que nous avions visité ensemble un an plus tôt, comme un projet commun. Il n'avait pas attendu que je meure. Il n'avait pas pleuré mon absence. Il avait simplement tourné la page, comme on efface une tâche sur un agenda. Et moi, je n'ai rien ressenti. Rien. Juste un soulagement clair et tranchant. Il ne faisait plus partie de mon histoire. Ça ne m'a pas blessée. Pas même un peu. Au fond de moi, j'ai compris que ce n'avait jamais été de l'amour, mais une dépendance,
une habitude déguisée, un miroir dans lequel je cherchais une valeur qu'il n'a jamais su me donner. Sa trahison ne me brisait plus, elle me libérait. J'étais enfin face à la vérité, et elle ne me faisait plus peur. Elle me rendait plus forte. Mon avocat a finalisé le divorce sans conflit. Julien n'a fait aucune objection, n'a contesté aucune clause, n'a posé aucune question. Il voulait juste tourner la page, tout comme moi, mais pour des raisons bien différentes. Moi, je voulais ma liberté. Lui, il pensait avoir gagné. Mais il n'avait rien compris, c'est moi qui venais de tout reprendre en main. Tous mes biens sont restés à mon nom. Il n'a rien pu réclamer, ni compte, ni assurance, ni bien matériel. Je m'étais protégée sans même le prévoir, et aujourd'hui, cela me sauvait. Julien a disparu de ma vie comme une brume se dissipe au matin. Sans bruit. Sans regret. Je n'avais plus besoin de me justifier, ni devant lui, ni devant moi-même. 3 mois plus tard, mon oncologue m'a reçu avec ce sourire étrange qu'on réserve aux nouvelles qu'on n'ose pas encore croire soi-même. Il m'a regardé longuement avant de parler, comme s'il cherchait la meilleure manière de dire quelque chose qui dépasse la médecine. J'ai retenu mon souffle, mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Puis il a dit, presque à voix basse, « Madame Rousseau, vos analyses sont impeccables. » Mon esprit s'est figé. Je suis restée bouche bée. J'ai eu l'impression que les murs s'éloignaient, que le sol disparaissait sous moi. L'impeccable, comment ça, ai-je murmuré, incapable de formuler autre chose. Le mot résonnait dans ma tête comme un refrain impossible. Impeccable. Pas stable, pas amélioré. Impeccable. C'était irréel, et pourtant, c'était là, noir sur blanc. Cela signifie qu'aucune activité tumorale n'est détectée. Vous êtes en rémission complète. La phrase est tombée comme un miracle, mais sans fanfare, sans lumière divine, juste une vérité nue. J'ai eu du mal à la recevoir. J'avais vécu dans l'idée de mourir si longtemps que vivre semblait désormais plus effrayant. Pourtant, au fond de moi, une voix s'est levée, j'ai encore le droit d'exister. Marion a crié de joie dans le cabinet, s'est levée d'un bond, m'a serré si fort que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Le médecin souriait, touché par notre émotion, mais toujours prudent. Moi, je suis tombée à genoux. Pas de douleur, cette fois. Juste submergée. Comme si tout ce que j'avais retenu depuis des mois coulait enfin. J'étais vivante. Contre toute attente. Croire que j'allais mourir m'a montré qui me soutenait, et qui ne m'avait jamais aimée. La maladie n'avait pas été qu'un combat physique. C'était une mue, une traversée, une révélation. J'avais tout perdu, mais dans cette perte, j'avais trouvé l'essentiel. Moi. Mon courage. Mon instinct. Et cette fois, je n'allais plus me laisser endormir par des illusions. J'ai déménagé dans un petit appartement lumineux à Annecy, avec vue sur le lac et assez de silence pour entendre mes pensées. J'ai rempli l'espace de plantes, de livres, de lumière. Je voulais de la paix, mais pas de vide. Chaque objet que je posais dans ce nouvel espace était un choix, pas une obligation. J'étais chez moi, pour la première fois depuis longtemps. J'ai commencé une thérapie, doucement, sans urgence, juste pour apprendre à poser des mots sur les décombres. Et peu à peu, j'ai repris des passions que j'avais abandonnées, la peinture, la marche, la lecture lente. Je redécouvrais des gestes oubliés, des couleurs, des parfums. Je n'étais pas encore guérie de tout, mais j'étais en chemin. Et ce chemin m'appartenait. Un jour, lors d'un rendez-vous de suivi, le médecin m'a expliqué que mon dossier était désormais étudié par une équipe spécialisée, mon cas était devenu un exemple rare d'erreur de pronostic associée à une évolution exceptionnelle. Ce n'était ni une faute médicale, ni un miracle scientifique, c'était une exception. Une anomalie qui interrogeait. Mais moi, je ne cherchais plus d'explication. J'avais juste besoin de continuer à respirer librement, sans dette envers personne. J'ai pensé, en quittant le cabinet, que parfois, la vie ne se trompe pas, elle te force juste à ouvrir les yeux.
À voir ce que tu refusais de regarder. À te réveiller à coups de vérité brutale. Tout ce que j'avais vécu n'était pas une punition, mais une épreuve nécessaire. Et à travers elle, j'avais appris la seule chose essentielle, on ne guérit pas seulement un corps, on guérit aussi une histoire. Quand Julien a appris ma guérison, il a tenté de reprendre contact, d'abord par un message neutre, presque poli, comme s'il s'agissait d'un ancien collègue. Puis par un appel sans insistance. Il n'a pas parlé d'amour, ni de regret. Juste cette absurdité glaciale, on pourrait peut-être se parler, non? Mais moi, j'étais déjà ailleurs. Et je n'avais plus rien à lui dire. Je n'ai pas répondu. Ni au message, ni à l'appel. Ce n'était pas par rancune, mais par paix retrouvée. Répondre aurait été rouvrir une blessure qui avait déjà cicatrisé. J'avais tourné la page. Non, plus que ça, j'avais changé de livre. Il faisait partie d'un passé auquel je ne devais rien. Et désormais, je choisissais ce que je laissais entrer dans ma vie. Parce que j'ai compris que je suis renaise le jour où j'ai arrêté de quémander l'amour là où il n'y avait que de l'indifférence. Ce n'est pas la maladie qui m'a brisée. C'est l'indifférence, la trahison, le mépris. Mais c'est aussi cette douleur-là qui m'a réveillée. Qui m'a redonné à moi-même. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de plaire. J'ai besoin d'être vraie. Aujourd'hui, je suis en rémission, vivante, libre et reconnaissante. Chaque matin, j'ouvre les fenêtres de mon appartement et je respire profondément, comme si l'air avait une saveur nouvelle. Rien n'est garanti. Je le sais. Mais chaque seconde est un cadeau. Et j'ai juré de ne plus jamais la gaspiller. Et chaque matin, je me répète, on ne m'a pas donné 7 jours, on m'a offert une seconde vie. Ces mots sont devenus mon ancrage. Ils ne viennent pas de la peur, mais de la lucidité. De cette conscience aiguë que tout peut s'arrêter. Mais aussi que tout peut recommencer. Si on le décide. Si on le veut vraiment. J'ai brûlé la lettre que j'avais écrite la veille de l'opération, non pas parce qu'elle ne comptait plus, mais parce qu'elle appartenait à une version de moi qui n'existe plus. Ce n'était pas un adieu, c'était une libération. Chaque mot qui s'élevait en fumée était une peur que je laissais derrière moi. Cette femme qui écrivait en pensant à sa fin n'était plus moi. Aujourd'hui, j'écris pour vivre, pas pour disparaître. J'ai donné mes anciens vêtements, mes bijoux offerts par Julien, mes meubles choisis à 2 mais aimés par un seul. Je ne voulais garder aucune trace de cette vie construite sur une illusion. Mon appartement à Annecy n'était pas grand, mais il était pur. Aucun souvenir toxique, aucun fantôme dans les tiroirs. Juste de la lumière, du silence, et moi, enfin entière. Marion m'a offert un carnet vierge, en cuir souple, avec une simple phrase inscrite à l'intérieur, « Pour ta vraie vie ». J'y ai écrit mes premiers mots le matin de mon anniversaire. Pas sur le passé, mais sur l'après. Ce que je voulais. Ce que je ne voulais plus. Ce que j'étais prête à accueillir. C'était un pacte avec moi-même. J'ai recommencé à aimer les dimanches. À marcher sans destination, à m'arrêter devant une vitrine sans raison, à sourire sans penser à quelqu'un. J'avais toujours été la femme de, la sœur de, la collègue de. Maintenant, j'étais simplement Hélène. Et ce prénom, que j'avais cru banal, sonnait enfin juste. Comme un prénom neuf. Vivant. Un jour, j'ai recroisé Julien, par hasard, sur un quai de gare. Il m'a regardé comme on regarde une ombre familière dont on ne sait plus très bien d'où elle vient. Il a esquissé un geste, une hésitation dans les yeux. Je lui ai offert un sourire poli, distant, vide de colère mais plein de détachement. Il n'y avait plus rien à dire. Et il l'a compris. J'ai continué mon chemin. J'ai appris à cuisiner pour moi seule, à me coucher sans bruit de fond, à aimer le silence des matins froids. Je n'avais plus peur de la solitude. Elle m'avait sauvée. Elle m'avait parlé quand personne d'autre ne le faisait. Et dans ce silence, j'avais entendu ma propre voix pour la première fois depuis des années. La maladie m'avait arraché à mon ancienne vie, oui. Mais elle m'avait aussi arraché à ma prison.
Elle avait brûlé la façade pour révéler l'ossature. J'avais cru mourir, et j'avais appris à naître. J'avais cru perdre, et j'avais tout gagné. Ce n'était pas une malédiction. C'était un rappel. Un cri de l'univers qui disait « Réveille-toi ». Je ne vis pas chaque jour comme si c'était le dernier. Je vis chaque jour comme si c'était un choix. Et ce choix, je le fais avec douceur, avec patience, avec respect pour celle que j'étais, et pour celle que je suis devenue. Je ne cours plus. Je respire. Je ne m'adapte plus à ce qu'on attend de moi. J'existe pleinement. Je ne cherche pas de revanche. La vraie victoire, c'est de ne plus vouloir blesser en retour. C'est de ne plus avoir besoin de regarder en arrière. C'est de regarder devant soi et de dire, voilà ce que je mérite. Voilà ce que je construis. Mon avenir n'a plus le goût de l'urgence, mais celui de la paix. Et c'est un luxe inestimable. Parfois, je reçois des messages de femmes que j'ai croisées à l'hôpital. Elles me demandent comment j'ai fait, ce qui m'a tenue debout. Je réponds toujours la même chose, je me suis choisie. Même quand personne d'autre ne l'a fait. Ce n'est pas un miracle, c'est une décision. Et cette décision, on peut la prendre même au bord du gouffre. Je n'ai plus peur de mourir. Mais je suis amoureuse de la vie. De la mienne. Pas de celle qu'on m'avait imposée, pas de celle que j'ai endurée. De celle que j'ai choisie, construite, méritée. Je ne suis pas une miraculée. Je suis une femme qui est allée jusqu'au fond du noir, et qui a trouvé une lumière qu'elle a elle-même allumée. Et si un jour tout devait recommencer, la douleur, l'hôpital, la peur, je saurais où m'ancrer. Pas dans les autres. Pas dans un mari, un médecin ou une promesse. Mais en moi. Parce qu'une femme qui a frôlé la mort et qui en est revenue libre, n'oublie jamais comment on renaît. Okay. I think I might be the worst. I'm starting to believe it. Let me through, bro! Jeez. Oh, they're hot! I guess it's practice for later. Right? Am I right? Yeah, maybe I can just fight him here so I don't have to do that entire walk. Already awkward enough.
Let's see. Hey, camera! Fuck. He always attacks me when I heal. It's crazy. No. What the fuck? Oh, that's a new one. He's 1 HP. I got this. There we go. Oh my god. Oh my god, a victory. Oh. Now I can loot. Oh my god. See, we can beat him. Finally. Jesus, dude. What an annoying piece of little grrr. Missionary cookbook. Do you have some... Ooh, wait. Maybe we have enough to upgrade. Might have to check that out. The heck is a missionary cookbook? Missionary what book? We got the shield too, indeed. Let's go there. Okay. I think we might have enough to upgrade our weapon, which would be very, very welcome. Given how much we're struggling today. Oh lord. Given how much we have struggled and how much we struggled today and yesterday. I would appreciate it. Fingers crossed. An upgrade, please. I need it so badly. Need to work tomorrow. If I don't, I will actually hate myself. Need to work. Anyways, let's go. People have lost grace. Check what's up. Oh no. The game crashed. Everything is surely fine, right? Oh, flashbang! Yeah, the Elden Ring gods are not on our side today. Meow. It's okay though. We'll make it work. The game is back!
At least the stream didn't crash. You know, we used to have daily stream crashes, so it's progress. Yeah, I know, my previous session ended prematurely. It wasn't me, I promise. Oh, nice, I'm already there. You know what, that was like a shortcut. Not a cutscene, though, so I'm sorry. Something blew up there because of me. Yeah. No. I don't see anything, 10 bucks. Greetings. Are you here for spirit? Yes, I'm here for spirit tuning. No, I don't have. Please, 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 please. I have a level 9, but I don't have level 8. Nothing. I'm gonna scream. Again, there's like a gap here. This I haven't found yet. Oh, no. I was really hoping for it. This is the one you sent me in DMs. Let me check. Hello there. What can I do for you? Oh, it's so nice. I love it. 10 bucks. I hope it gets approved fast. Do I have something new in my crafting? Maybe it's madness buildup, blood loss.